Et pour aller plus loin, on retrouve tout de suite notre invité, Laurent Lélékian. Bonjour. Vous êtes analyste politique, spécialiste de l'Asie mineure et du sud du Caucase. Merci de nous accorder cet entretien. On va tenter de comprendre ce qui s'est joué ce matin assez rapidement, finalement. Il y a eu l'annonce de ce cessez-le-feu, de cet accord et de cette rencontre prévue demain entre les deux camps. Dans un premier temps par les médias russes, ça a été très vite confirmé et par Bakou et par les séparatistes arméniens. J'aimerais avoir votre regard à vous déjà sur ce qui a été annoncé et accepté par les uns et par les autres. Oui, alors peut-être avant de revenir sur votre question, vous voyez, le simple fait d'employer les termes de séparatiste, d'opération antiterrorisme, qui sont les éléments de langage de l'Azerbaïdjan, prouve que cette offensive a été accompagnée d'une offensive communicationnelle qui est reprise sans discernement, hélas, par les médias européens. Il n'y a pas de séparatistes, il y a une population locale qui vit là depuis tout le temps, et d'ailleurs depuis bien plus longtemps que les Azerbaïdjanais. Il n'y a pas de force armée arménienne, ce n'est pas Yerevan qui a, puisque l'Arménie, depuis la guerre 2020, a complètement a dit à plusieurs reprises que qu'elle ne s'occuperait plus du sort du Karabakh. Donc c'est simplement une population locale, effectivement assez peu armée, avec des armes légères, avec des forces d'autodéfense, qui qui essayait donc d'échapper à l'épuration ethnique, parce que la vérité, ce qui se passe au Karabakh, c'est ça, c'est un processus d'épuration ethnique, c'est un génocide, et eh bien, les Arméniens du Karabakh avaient le choix entre deux solutions, soit résister jusqu'à la mort, soit ne pas résister, donc ils ont choisi de poser les armes, et c'est aussi la mort qui les attend, ou l'exil, puisqu'il est impossible pour un Arménien de vivre sereinement dans un pays dont la haine raciste anti-arménienne constitue la raison d'être, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan. C'est allé finalement très vite, l'annonce de ce cessez-le-feu, de cet accord, même si les tensions ont été persistantes et allées crescendo ces dernières semaines. On l'avait senti arriver. Il n'avait donc d'autre choix que d'accepter les conditions posées par Bakou. Évidemment, comme je vous l'ai dit, l'Arménie, depuis 2020, a dit que la question du Karabakh était une question interne à l'Azerbaïdjan, avec un problème de droit des minorités. Par ailleurs, M. Pachinian, en raison de la politique qu'il mène, c'est-à-dire une politique qui de plus en plus, et qui n'était pas forcément au départ pro-occidentale, irrite Moscou. La dernière visitation en date, c'est quand il a fait que l'Arménie a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale pour protéger les Arméniens du Karabakh contre l'Azerbaïdjan et non pas contre Moscou, mais ça a été pris par Moscou contre Moscou. Il a récemment irrité également, sans doute, les Iraniens, qui étaient peut-être aussi des garants d'une certaine stabilité, parce que l'Iran est tout proche, en permettant, en faisant des exercices militaires avec les États-Unis sur le territoire arménien, qui est vraiment connexe au Karabakh. Et donc, il y a eu un feu vert à la fois, bien sûr, évidemment, d'Ankara, qui est derrière tout ça, de Moscou, qui veut ne pas perdre l'Azerbaïdjan au profit d'Ankara, sans doute un laisser-faire également iranien, et donc il a attaqué. Et c'est une défaite, évidemment, pour les Arméniens du Karabakh, c'est une défaite aussi pour les principes démocratiques occidentaux, parce que du côté occidental, on voit des protestations, des résolutions, des déclarations, une déclaration française un peu plus douloureuse et un peu plus claire que d'habitude, mais toujours pas d'action, alors que les actions auraient été possibles. C'est peut-être trop tard maintenant, c'est peut-être pas trop tard non plus, à voir, je ne sais pas comment ça se déroulera par la suite. Vladimir Poutine dit espérer en ce début d'après-midi un règlement pacifique du conflit dans la région. Un mot peut-être du jeu un peu flou des Russes ces dernières heures qui a expliqué hier avoir été prévenu avant même le début de l'opération dans la zone et qui en même temps confirme aujourd'hui continuer à maintenir la paix dans la région. Évidemment, c'est une douce blague. Effectivement, les Russes ont été prévenus à l'avance, ils l'ont dit. Ce qui intéresse les Russes, il faut bien le comprendre, c'est la perpétuation d'un état de conflit. Donc, la résolution, entre guillemets, de la question du Karabakh par l'élimination et l'épuration ethnique de ces habitants indigènes, qui sont les Arméniens, ne résolvera pas et n'amènera certainement pas la paix. Pour deux raisons. D'abord, l'Azerbaïdjan a des velléités expansionnistes et en fait éradiquer l'Arménie totalement. Le discours, quand vous écoutez les discours d'Aliyev, il y a une volonté de prendre demain la région sud de l'Arménie à côté du Karabakh, c'est-à-dire la Syunik. Il revendique également Yerevan, il revendique le lac Sevan, c'est-à-dire en fait toute l'Arménie, pour parler clairement. Et
vu de Moscou, je suppose que peu importe le Syunik, le Karabakh ou d'autres régions de l'Arménie, qui est un pays tout petit, il faut le rappeler, hein, c'est grand comme la Belgique, donc c'est vite vu. Eh bien, peu importe tout ça pour Vladimir Poutine, l'important c'est de maintenir un conflit de façon à maintenir une présence russe et un contrôle. Donc, il ne faut certainement pas croire que l'abandon du Karabakh par l'Occident va amener la paix. C'est une plaisanterie. Justement, comment appréhendez-vous les heures qui arrivent, les jours qui vont suivre? Il va y avoir ce rendez-vous demain, rencontre prévue donc entre les deux camps. Ça va donner quoi selon vous? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Vous avez d'un côté une puissance surarmée et de l'autre des représentants d'un État non reconnu par la communauté internationale qui demandent depuis 30 ans sa reconnaissance, non pas par fierté, par gloriole, mais parce qu'ils considéraient, à juste titre, on le voit devant nos yeux, que cette reconnaissance internationale était le seul moyen de garantir une certaine sécurité. On parle de la vie de gens. Je voudrais insister là-dessus, il ne s'agit pas d'une guerre. Vous parlez de ça d'un ton extrêmement détaché, les blancs, les noirs, les rouges. C'est pas de ça dont il s'agit. Vous avez 120 000 civils qui vont être égorgés demain par des gens qui vont être égorgés demain, qui sont déjà depuis 10 mois dans une espèce de camp de concentration géant, puisqu'il n'y a plus rien qui rentre, plus rien qui sort, qui sont affamés, et qui demain auront le choix entre partir, pour ceux qu'on laissera partir, et être massacrés. Je me permets de préciser, en tant que journaliste, notre rôle à nous, ce n'est pas d'être dans un détachement ou pas, c'est de préciser de façon la plus factuelle ce qui est en train de se passer sur le terrain. On évoquait ensemble ce rendez-vous demain. On parle aujourd'hui de cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez que c'est tenable dans le temps? Vous parliez de la réaction de la communauté internationale. On les a entendus hier à l'ONU, Washington, la France aussi, qui a appelé à la saisie d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Ils n'ont pas encore réagi. Est-ce que vous les trouvez un peu timides au vu de ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui? Oui, effectivement, la France a réagi cette fois-ci plus fermement, dans les mots, encore une fois, plus fermement que d'habitude. Je ne vous attaquez pas, vous, en tant que journaliste. Je note simplement qu'il y a certaines causes qui suscitent plus l'intérêt de l'Occident que d'autres, et parce que l'Occident, il y a un intérêt précisément. Donc, quand on défend l'Ukraine, quand on défend je ne sais où, et qu'on ne défend pas le Yémen, et qu'on ne défend pas les Arméniens du Karabakh, ça ruine les principes sur lesquels on entend fonder notre action. Il y aurait des choses très simples à faire. Bien sûr, on peut rêver d'un accord international entre toutes les puissances occidentales, mais la France, toute seule et sans demander rien à personne, pourrait geler les avoirs des oligarques azéris et des présidents, du clan au pouvoir en Azerbaïdjan. Elle pourrait, par exemple, les interdire de séjour en France. Elle pourrait demander à ce que l'Azerbaïdjan, faire que les Azerbaïdjans ne participent pas aux Jeux Olympiques 2024 de Paris. Il n'y a pas besoin de demander des accords internationaux pour ça. La France ne le fait pas. Les autres ne le font pas plus d'ailleurs. C'est encore la France qui en fait le plus. Mais on voit en fait qu'en abandonnant les Arméniens, mais ce n'est pas le premier, le seul exemple, et bien finalement on ruine les principes du droit international qu'on entend par ailleurs défendre, ou qu'on prétend par ailleurs défendre. Laurent Léléquian, on va découvrir des images en direct. Je vais vous les décrire, images qui nous parviennent de Yerevan, la capitale arménienne, avec des manifestants qui font face aux forces de l'ordre. C'est des images qu'on a déjà vues par le passé. Hier encore, on a vu cette population réclamer la démission du Premier ministre Nicole Pachinian, qui s'est exprimé ce matin en direct à la télévision, qui a tenu à rappeler que l'Arménie n'avait pas pris part à la rédaction de cet accord, de ce cessez-le-feu. Est-ce qu'il est sur le fil, le Premier ministre arménien, au moment où on se parle? Oui, il est sur le fil. Je ne pense pas qu'il tombera, si vous voulez mon avis, parce qu'il continue de bénéficier d'une majorité relative de la population, relative alors qu'il avait une majorité absolue. Le problème politique de l'Arménie, qui est plus démocratique, très largement plus démocratique, et même qui est que tous les autres pays de la région, qui se comparent à la France. Si vous regardez les derniers classements internationaux, le niveau de démocratie de l'Arménie ou d'un pays comme la France, c'est à peu près la même chose. Donc c'est une démocratie, mais le problème, c'est que vous n'avez pas d'alternative politique crédible aujourd'hui à Nicole Pachinian. Nicole Pachinian a fait des choix de politique étrangère qui auraient été sans doute fantastiques si l'Arménie était sur une île quelque part au large du Brésil. Elle est dans un contexte sécuritaire avec des dictatures autour, des États autoritaires qui ne permettaient pas de faire ce qu'il a fait, et encore moins de l'annoncer à l'avance. Et donc maintenant, elle se retrouve dans une situation politique intérieure très grave. Et je voudrais souligner, si vous me permettez, que
L'Arménie, beaucoup d'Arméniens, me semble-t-il, vivent dans l'illusion, ou ont longtemps eu l'illusion que l'affaire du Karabakh était loin d'eux. Je crois que c'est vraiment une illusion parce que, comme je vous le disais, demain, si le Karabakh tombe, et il est en train de tomber sous nos yeux, eh bien, Aliyev s'attaquera à l'Arménie, comme il a déjà commencé de le faire par ailleurs. Merci beaucoup Laurent Léléquian. Vous étiez notre invité suite à ces derniers rebondissements.